Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. La longue promenade de l'étudiant en droit fut solennelle. Il fit en quelque sorte le tour de sa conscience. S'il frotta, s'il examina, s'il hésita du moins sa probité, sortit de cette âpre et terrible discussion éprouvée comme une barre de fer qui résiste à tous les essais, il se souvint des confidences que le père Goriot lui avait faites la veille. Il se rappela l'appartement choisi pour lui près de Delphine, rue d'Artois. Il reprit sa lettre, la relut, la baisa. Un tel amour est mon encre de salut, se dit-il. Ce pauvre vieillard a bien souffert par le cœur. Il ne dit rien de ses chagrins, mais qui ne les devinerait pas? Eh bien, j'aurai soin de lui comme d'un père, je lui donnerai 1000 jouissances. Si elle m'aime, elle viendra souvent chez moi passer la journée près de lui. Cette grande comtesse de Restaud est une infâme. Elle ferait un portier de son père. Chère Delphine, elle est meilleure pour le bonhomme. Elle est digne d'être aimée. Ah, ce soir je serai donc heureux. Il tira la montre, l'admira. Tout m'a réussi. Quand on s'aime bien pour toujours, l'on peut céder. Je puis recevoir cela. D'ailleurs, je parviendrai, certes, et pourrai tout rendre au centuple. Il n'y a dans cette liaison ni crime, ni rien qui puisse faire froncer le sourcil à la vertu la plus sévère. Combien d'honnêtes gens contractent des unions semblables. Nous ne trompons personne. Et ce qui nous avilit, c'est le mensonge. Mentir, n'est-ce pas abdiquer? Elle s'est depuis longtemps séparée de son mari. D'ailleurs, je lui dirai, moi, à cet Alsacien, de me céder une femme qu'il lui est impossible de rendre heureuse. Le combat de Rastignac dura longtemps, quoique la victoire dût rester aux vertus de la jeunesse. Il fut néanmoins ramené par une invincible curiosité sur les 4h30 à la nuit tombante vers la maison Vauquer, qu'il se jurait à lui-même de quitter pour toujours. Il voulait savoir si Vautrin était mort. Après avoir eu l'idée de lui administrer un vomitif, Bianchon avait fait porter à son hôpital les matières rendues par Vautrin, afin de les analyser chimiquement. En voyant l'insistance que mit mademoiselle Michonneau à vouloir les faire jeter, ses doutes se fortifièrent. Vautrin fut d'ailleurs trop promptement rétabli pour que Bianchon ne soupçonnât pas quelque complot contre le joyeux boute-en-train de la pension. À l'heure où rentra Rastignac, Vautrin se trouvait donc debout, près du poêle, dans la salle à manger. Attirés plutôt que de coutume par la nouvelle du duel de Taillefer le fils, les pensionnaires, curieux de connaître les détails de l'affaire et l'influence qu'elle avait eue sur la destinée de Victorine, étaient réunis, moins le père Goriot, et devisaient de cette aventure. Quand Eugène entra, ses yeux rencontrèrent ceux de l'imperturbable Vautrin, dont le regard pénétra si avant dans son cœur et y remua si fortement quelques cordes mauvaises qu'il en frissonna. « Eh bien, cher enfant, lui dit le forçat évadé, la Camuse aura longtemps tort avec moi. J'ai, selon ces dames, soutenu victorieusement un coup de sang qui aurait dû tuer un bœuf. »« Ah, vous pouvez bien dire un taureau, s'écria la veuve Vauquer. Seriez-vous donc fâché de me voir en vie, dit Vautrin à l'oreille de Rastignac, dont il crut deviner les pensées. Ce serait d'un homme dit entre Montfort. Ah, ma foi, dit Bianchon, mademoiselle Michonneau parlait avant-hier d'un monsieur surnommé Trompe-la-Mort. Ce nom-là vous irait bien. Ce mot produisit sur Vautrin l'effet de la foudre. Il pâlit et chancela. Son regard magnétique tomba comme un rayon de soleil sur mademoiselle Michonneau, à laquelle ce jet de volonté cassa les jarrets. La vieille fille se laissa couler sur une chaise. Poiret s'avança vivement entre elle et Vautrin, comprenant qu'elle était en danger, tant la figure du forçat devint férocement significative, en déposant le masque bénin sous lequel se cachait sa vraie nature. Sans rien comprendre encore à ce drame, tous les pensionnaires restèrent ébahis. En ce moment, l'on entendit le pas de plusieurs hommes, et le bruit de quelques fusils que des soldats firent sonner sur le pavé de la rue. Au moment où Colin cherchait machinalement une issue en regardant les fenêtres et les murs, 4 hommes se montrèrent à la porte du salon. Le premier était le chef de la police de sûreté. Les 3 autres étaient des officiers de paix. « Au nom de la loi et du roi, » dit l'un des officiers, dont le discours fut couvert par un murmure d'étonnement. Bientôt, le silence régna dans la salle à manger.
Les pensionnaires se séparèrent pour livrer passage à 3 de ces hommes, qui tous avaient la main dans leur poche de côté et y tenaient un pistolet armé. 2 gendarmes qui suivaient les agents occupèrent la porte du salon, et 2 autres se montrèrent à celle qui sortait par l'escalier. Le pas et les fusils de plusieurs soldats retentirent sur le pavé caillouteux qui longeait la façade. Tout espoir de fuite fut donc interdit à Trompe-la-Mort, sur qui tous les regards s'arrêtèrent irrésistiblement. Le chef alla droit à lui, commença par lui donner sur la tête une tape si violemment appliquée qu'il fit sauter la perruque, et rendit à la tête de Colin toute son horreur, accompagnée de cheveux rouges briques et courts, qui leur donnaient un épouvantable caractère de force mêlé de ruse. Cette tête et cette face, en harmonie avec le buste, furent intelligemment illuminés comme si les feux de l'enfer les eussent éclairés. Chacun comprit tout Vautrin, son passé, son présent, son avenir, ses doctrines implacables, la religion de son bon plaisir, la royauté que lui donnait le cynisme de ses pensées, de ses actes, et la force d'une organisation faite à tout. Le sang lui monta au visage, et ses yeux brillèrent comme ceux d'un chat sauvage. Il bondit sur lui-même par un mouvement empreint d'une si féroce énergie, il rugit si bien qu'il arracha des cris de terreur à tous les pensionnaires. À ce geste de lion, et s'appuyant sur la clameur générale, les agents tirèrent leurs pistolets. Colin comprit son danger en voyant briller le chien de chaque arme, et donna tout à coup la preuve de la plus haute puissance humaine. Horrible et majestueux spectacle, sa physionomie présenta un phénomène qui ne put être comparé qu'à celui de la chaudière pleine de cette vapeur fumeuse qui soulèverait des montagnes, et que dissout en un clin d'œil une goutte d'eau froide. La goutte d'eau qui froidit sa rage fut une réflexion rapide, comme un éclair. Il se mit à sourire et regarda sa perruque. « Tu n'es pas dans tes jours de politesse, dit-il au chef de la police de sûreté. Et il tendit ses mains aux gendarmes en les appelant par un signe de tête. « Messieurs les gendarmes, mettez-moi les menottes ou les poussettes. Je prends à témoin les personnes présentes que je ne résiste pas. » Un murmure admiratif, arraché par la promptitude avec laquelle la lave et le feu sortirent et rentrèrent dans ce volcan humain, retentit dans la salle. « Ça te la coupe, monsieur l'enfonceur, reprit le forçat, en regardant le célèbre directeur de la police judiciaire. « Allons, qu'on se déshabille, lui dit l'homme de la petite rue Sainte-Anne d'un air plein de mépris. « Pourquoi, dit Colin, il y a des dames. Je ne nie rien, et je me rends. » Il fit une pause, et regarda l'assemblée comme un orateur qui va dire des choses surprenantes. « Écrivez, Papa Lachapelle, dit-il en s'adressant à un petit vieillard en cheveux blancs qui s'était assis au bout de la table après avoir tiré d'un portefeuille le procès-verbal de l'arrestation. « Je reconnais être Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, condamné à 20 ans de fer, et je viens de prouver que je n'ai pas volé mon surnom. Si j'avais seulement levé la main, dit-il au pensionnaire, ces 3 mouchards-là répandaient tout mon résiné sur le trimar domestique de maman Vauquier. Ces drôles se mêlent de combiner des guet-apens. Madame Vauquier se trouva mal en entendant ces mots. Mon Dieu, c'est à en faire une maladie. Moi qui étais hier à la gaieté avec lui, dit-elle à Sylvie. De la philosophie, maman, reprit Colin. Est-ce un malheur d'être allé dans ma loge hier à la gaieté, s'écria-t-il. Êtes-vous meilleur que nous? Nous avons moins d'infamie sur l'épaule que vous n'en avez dans le cœur, membre flasque d'une société gangrénée. Le meilleur d'entre vous ne me résistait pas. Ses yeux s'arrêtèrent sur Rastignac, auquel il adressa un sourire gracieux, qui contrastait singulièrement avec la rude expression de sa figure. Notre petit marché va toujours, mon ange. En cas d'acceptation, toutefois, vous savez. Il chanta. Ma Fanchette est charmante dans sa simplicité. Ne soyez pas embarrassé, reprit-il. Je sais faire mes recouvrements. L'on me craint trop pour me flouer, moi. Le bagne, avec ses mœurs et son langage, avec ses brusques transitions du plaisant à l'horrible, son épouvantable grandeur, sa familiarité, sa bassesse, fut tout à coup représenté dans une interpellation et par cet homme, qui ne fut plus un homme, mais le type de toute une nation dégénérée, d'un peuple sauvage et logique, brutal et souple.
En un moment, Colin devint un poème infernal, où se peignirent tous les sentiments humains, moins un seul, celui du repentir. Son regard était celui de l'archange déçu, qui veut toujours la guerre. Rastignac baissa les yeux en acceptant ce cousinage criminel, comme une expiation de ses mauvaises pensées. Qui m'a trahi dit Colin, en promenant son terrible regard sur l'assemblée, et l'arrêtant sur mademoiselle Michonneau. C'est toi, lui dit-il, vieille cagnotte. Tu m'as donné un faux coup de sang, curieuse. En disant 2 mots, je pourrais te faire scier le cou dans 8 jours. Je te pardonne, je suis chrétien. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui m'as vendu. Mais qui? Ha ha, vous fouillez là-haut, s'écria-t-il en entendant les officiers de la police judiciaire qui ouvraient ses armoires et s'emparaient de ses effets. Dénichez les oiseaux envolés d'hier, et vous ne saurez rien. Mes livres de commerce sont là, dit-il en se frappant le front. Je sais qui m'a vendu maintenant. Ce ne peut être que ce gredin de Filençois. Pas vrai, père l'empoigneur dit-il au chef de police. Ça s'accorde trop bien avec le séjour de nos billets de banque là-haut. Plus rien, mes petits mouchards. Quant à Fil de Soie, il sera terré sous 15 jours, lors même que vous le feriez garder par toute votre gendarmerie. Que lui avez-vous donné à cette michonnette dit-il aux gens de la police. Quelques milliers d'écus? Je valais mieux que ça. Ninon Carrier, Pompadour en loques, Vénus du Père-Lachaise. Si tu m'avais prévenu, tu aurais eu 6 000 francs. Ah, tu ne t'en doutais pas, vieille vendeuse de chair, sans quoi j'aurais eu la préférence. Oui, je les aurais donnés, pour éviter un voyage qui me contrarie, et qui me fait perdre de l'argent, disait-il pendant qu'on lui mettait les menottes. Ces gens-là vont se faire un plaisir de me traîner un temps infini, pour m'autolondrer. S'ils m'envoyaient tout de suite au bagne, je serais bientôt rendu à mes occupations, malgré nos petits badauds du quai des Orfèvres. Là-bas, ils vont tous se mettre l'âme à l'envers pour faire évader leur général, ce bon trompe-la-mort. Y a-t-il un de vous qui soit comme moi, riche de plus de 10 000 frères, prêt à tout faire pour vous demanda-t-il avec fierté. Il y a du bon là, dit-il en se frappant le cœur. Je n'ai jamais trahi personne. Tiens, Cagnotte, voilée, dit-il en s'adressant à la vieille fille. Ils me regardent avec terreur, mais toi, tu leur soulèves le cœur de dégoût. Ramasse ton lot. Il fit une pause en contemplant les pensionnaires. Êtes-vous bêtes, vous autres? N'avez-vous jamais vu de forçat? Un forçat de la trempe de Colin, ici présent, est un homme moins lâche que les autres, et qui proteste contre les profondes déceptions du contrat social, comme dit Jean-Jacques, dont je me glorifie d'être l'élève. Enfin, je suis seul contre le gouvernement avec son tas de tribunaux, de gendarmes, de budgets, et je les roule.